Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres de votre édition du 22h ce soir. Présidentielle, la suite, 5 candidats interrogés à tour de rôle ce soir. Nicolas Sarkozy, François Bayrou, Jean-Luc Mélenchon, Nathalie Arthaud et Jacques Cheminade. À 10 jours du scrutin, tous veulent mobiliser leur camp. Et au-delà, la dynamique du premier tour semble s'installer côté socialiste. Selon un sondage BVA, François Hollande creuse l'écart avec 30% des intentions de vote contre 27% pour Nicolas Sarkozy au premier tour. Second tour, toujours inchangé. Analyse et débat sur notre plateau avec Éric Bonnet, directeur des études BVA Opinion, et notre chroniqueur Jean-Louis Gombaud. Les candidats se déchaînent contre la presse. Jean-Luc Mélenchon dénonce le nouvel observateur François Hollande et conduit le Figaro. Il y a aussi les remarques aigres-douces de Nicolas Sarkozy, les attaques frontales de Marine Le Pen et les leçons de François Bayrou. Sans oublier bien sûr Eva Joly qui se sent méprisée par les médias. Alors que reproche-t-on aux justes journalistes? Nous poserons la question à la porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, Clémentine Autain. Elle est notre invitée politique. Nous parlerons bien sûr d'autres sujets ensemble. En Syrie, le cessez-le-feu est entré en application aujourd'hui. Il reste très fragile pour le moment. Sur le terrain, le régime syrien et l'opposition font état de violence et de morts dans chaque camp. Les présidents américains et français ont exhorté ce soir les autorités du pays à respecter le plan de paix. Voilà pour le sommaire de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. C'est le grand oral, la suite. 5 candidats ce soir interviewés à tour de rôle dans le strict respect des temps de parole. C'est la dernière ligne droite pour les candidats avant le premier tour de la présidentielle qui se tiendra, je vous le rappelle, dans 10 jours. Il reste donc 10 jours pour convaincre, 10 jours pour mobiliser et 10 jours aussi pour renverser ou conforter la tendance. On voit tout cela avec Sandra Cerquera. Comme hier, 20 minutes pour convaincre, un même questionnaire, l'occasion ultime de s'adresser à des millions de personnes à la télévision dans cette dernière ligne droite de la campagne. C'est François Bayrou qui a ouvert le bal de l'acte 2 du grand oral, un oral pour inverser le cours des choses, car le candidat du MoDem est à la peine dans les sondages. Au fil des questions, François Bayrou est souvent resté dans le constat. Regardons la cause principale, qui est la totale absence de stratégie nationale dans notre pays. Alors, aucune stratégie dans le bois, François Bayrou, aucune stratégie dans le textile, aucune stratégie dans Quelle proposition? Très courtisé, le candidat du MoDem n'a pas dit s'il répondrait à la main tendue de la droite, répétant seulement qu'il est candidat à la présidentielle. Je porte dans cette élection, et nous sommes, avec l'équipe qui m'entoure, la proposition politique qui permettra à la France de trouver la seule majorité stable et crédible pour faire face à la crise. Deuxième passage, celui de Jacques Cheminade. Il dit vouloir développer les cours de chant, être dans la recherche de la vérité et non défenseur d'une théorie du complot. Je pense qu'il y a 2 types d'imbéciles, ceux qui disent qu'il n'y a pas de complot du tout, jamais, et ceux qui disent qu'il y a des complots partout. Vous êtes au milieu. Donc moi, non, je ne suis pas au milieu. Je dis qu'il faut chercher les causes des choses, et il faut les chercher avec beaucoup de rigueur. Troisième candidat à s'exprimer, Nicolas Sarkozy. Le candidat UMP joue gros ce soir. Son adversaire socialiste continue de creuser l'écart dans les sondages. Puis suivront Nathalie Arthaud et Jean-Luc Mélenchon. Ces deux-là ne sont pas prêts de se rencontrer, en tout cas pour l'instant. François Hollande n'a pas fixé de rendez-vous pour une rencontre avec Laurence Parisot comme il l'avait préalablement envisagé, compte tenu des propos engagés de la présidente du MEDEF en faveur de Nicolas Sarkozy. Pour le moment, le candidat socialiste mise surtout sur les patrons des petites entreprises. Thomas Raguet. François Hollande et Laurence Parisot, ou l'histoire d'une mésentente cordiale. La semaine dernière, la patronne des patrons a rendu un hommage appuyé au chef de l'État. Nicolas Sarkozy a accompli un boulot extraordinaire en intensité, en quantité et sur un certain nombre de choses extrêmement bénéfiques pour les entreprises. Une sortie interprétée comme un soutien par François Hollande qui lui a répondu ce matin. Je considère qu'elle a été au-delà de son rôle. Au MEDEF, on joue l'apaisement et on fait remarquer que le candidat socialiste a annoncé qu'il rencontrerait Laurence Parisot en cas de victoire. Mais l'échange est révélateur d'un certain contexte. La proposition de taxation à 75% des hauts revenus a laissé des traces chez les grands patrons. L'équipe du candidat, pour sa part, ne cache pas que François Hollande, dans cette campagne, s'appuie bien plus volontiers sur les petites et moyennes entreprises et leurs représentants de la CGPME. Il a aujourd'hui, au centre de son programme, un plan qui est un plan massif d'aide aux petites et moyennes entreprises. C'est vrai que nous souhaitons mettre au cœur du projet le tissu de PME de notre pays et je crois que la CGPME l'a particulièrement bien compris. Le candidat Hollande aura rencontré presque tous les partenaires sociaux. Presque. Seul le MEDEF manque à l'appel.
Et puis, il est très certainement l'énigme, en tous les cas, le paradoxe vivant de cette campagne. Il est l'un des candidats les plus populaires, celui qui depuis longtemps nous alerte sur les dangers de l'endettement. Et pourtant, il ne cesse de reculer dans les sondages. François Bayrou, désormais le 4e homme de cette élection, cherche à rebondir. On voit tout cela avec Fabrice Cunet. Comment sortir de l'ombre? Tombé sous les 10% d'intention de vote, François Bayrou cherche à retrouver le devant de la scène. Et le candidat centriste mise tout sur le thème de l'emploi et du produire en France dans ses derniers jours de campagne. Si nous ne gagnons pas la bataille du produire en France, ce modèle social va s'écrouler sous nos yeux. Le seul moyen, la seule possibilité pour le sauver, c'est que nous lui rendions l'emploi. Malgré les appels du pied répétés de droite comme de gauche, le candidat centriste veut se démarquer pour exister et surtout attaquer. Il parle du manque de sérieux, voire de l'irresponsabilité des deux principaux candidats. Nicolas Sarkozy a dit « la crise financière est derrière nous ». Et je voudrais que cette phrase, on s'en souvienne dans les semaines qui viennent. Elle risque d'être brûlante pour celui qui l'a prononcée. Quant à François Hollande, il a dit « Est-ce que la crise de la zone euro touche la France ? Non, a-t-il dit. Eh bien, nous ne voyons pas le même monde. » François Bayrou appelle toujours à la constitution d'une large majorité politique autour de lui. Ces mauvais sondages fragilisent cette position, mais pas question pour l'heure de dévoiler l'identité du candidat qu'il pourrait rallier dans l'entre-deux tours. Et nos invités ce soir, je vous les présente avec plaisir. Invité politique Clémentine Autain, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes la porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, co-directrice et rédactrice en chef, je le précise, du mensuel Regard. Rédactrice en chef, mais également, bientôt peut-être. Mais directrice, oui. Directrice. Alors Éric Bonnet est avec nous également. Bonsoir Éric. Vous êtes directeur des études BVA Opinion et avec nous également notre chroniqueur Jean-Louis Gombault. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Éric, nous allons analyser d'abord ensemble un sondage, votre sondage BVA. Et d'abord, on s'intéresse au premier tour, qu'on disait serré, très serré. Pourtant, on découvre ce soir que François Hollande prend la tête et creuse l'écart avec 30%. On le voit d'intention de vote, contre pour Nicolas Sarkozy 27%. Le candidat socialiste prend l'avance qu'il avait perdu les dernières semaines. Alors voilà, ces dernières semaines, on voyait François Hollande plutôt perdre des points au profit essentiellement de Jean-Luc Mélenchon et Nicolas Sarkozy, lui, au contraire, en gagnait un petit peu au détriment de Marine Le Pen. Là, on observe plutôt l'inverse. On voit que François Hollande regagne 2 points, alors que Nicolas Sarkozy se stabilise, pendant que Jean-Luc Mélenchon, après avoir beaucoup progressé, semble se stabiliser. Là, il perd un petit point. Et pendant que Madame Le Pen progresse, elle, de 2 points. Donc effectivement, la dynamique était plutôt du côté de Nicolas Sarkozy jusqu'à il y a quelques jours. Et là, elle repasse du côté de François Hollande. Clémentine Autain, il semble donc que l'appel au vote utile, l'appel au vote efficace, l'appel au vote Hollande au premier tour, il marche? Ça dépend ce que vous appelez vote utile. Vous avez pris quelques points, selon vous, utile dans la bouche des socialistes. Comme nous l'avons dit en une du journal que vous citiez tout à l'heure, du mensuel Regard que je dirige, le vote utile nous casse les urnes. Très honnêtement, là, quand on regarde les intentions de vote, je suis désolée, mais l'inquiétude qu'il n'y ait pas un candidat de gauche au second tour, elle ne semble pas être imminente, là. Enfin, en tout cas, se vérifier. On a plutôt le sentiment qu'il y a la consolidation d'une présence possible au second tour d'un candidat de gauche. Donc, voter utilement à gauche aujourd'hui, c'est voter pour la candidature du front de gauche qui permet non seulement de conforter la dynamique à gauche, parce qu'il compte pour le deuxième tour que le socle soit le plus large, mais aussi de faire réussir la gauche dans la durée. Vous savez, la question, c'est pas simplement celle de l'alternance, c'est celle de l'alternative politique. C'est très concrètement, est-ce qu'au soir du 6 mai, on ouvre une nouvelle séquence politique qui nous permet de faire en sorte que le plus grand nombre vive mieux et qu'il y ait une vie en dehors de l'austérité qui nous est promise par, au fond, quasiment l'ensemble des candidats, à l'exception de Jean-Luc Mélenchon. Pour cette alternative dont vous parlez, est-ce que c'est déjà plié, gagné quand vous regardez les sondages? L'élection n'est jamais pliée d'avance. Oui, ça on l'entend souvent. Payé pour le savoir, mais c'est la réalité. Et heureusement, sinon ça voudrait dire que tout est joué et que les gens n'ont pas à se mobiliser. Les Français doivent se mobiliser et dire ce qu'ils ont à dire dans les urnes le 22 avril et le 6 mai. Et j'espère que la dynamique qui existe autour de la candidature de Jean-Luc Mélenchon sera confortée, amplifiée pour donner du souffle, de l'élan, des couleurs à la gauche et pour faire en sorte que non seulement elle batte la droite et l'extrême droite, mais qu'elle soit aussi capable, dans la durée, de modifier les conditions de vie. La dynamique du côté de Jean-Luc Mélenchon est là.
elle est incontestable, mais que ce doit être rageant quand même, Clémentine Autain, de faire une si bonne campagne que la vôtre, de mobiliser tant de monde, très contente. de susciter tant d'espoir pour s'entendre dire par le candidat socialiste et favori à la présidentielle que rien, il ne reprendra rien dans son programme du vôtre, de votre couleur rouge vif. Oui, vous avez raison. Peut-être un peu, en tout cas, marqué un moment de stupéfaction. J'ai entendu François Hollande hier et je suis sidérée de cette manière de voir les choses et de dire qu'en effet, il ne changera rien et que le programme qui sera appliqué sera son programme. Au moins, la messe est dite. Hein. Jérôme Cahuzac, d'ailleurs, a dit c'est à prendre ou à laisser. Qu'on ne vienne pas nous expliquer, à nous, au Front de gauche, que nous serions les diviseurs. Nous voulons faire réussir la gauche. Nous voulons que nos propositions comme l'augmentation du SMIC, la révolution fiscale, la 6e République, la régularisation des sans-papiers, pour ne prendre que quelques exemples, deviennent réalité. Donc nous nous battrons jusqu'au bout pour que ces propositions politiques puissent exister et devenir un fait. Vous vous rendez compte, pour les téléspectateurs qui nous écoutent, ceux qui vont, parmi tous ceux qui nous écoutent, voter Jean-Luc Mélenchon, ils s'aperçoivent finalement que ce que vous avez promis, c'est-à-dire le SMIC à 1 700 €, c'est très important, le retour à la retraite à taux plein 60 ans, ça va disparaître au soir du second tour. Mais pourquoi ça va disparaître? Ça Vous dépend pensez de la Jean-Luc force. Mélenchon sera présent? Non, mais d'abord, ça ne va pas disparaître. Il y a des batailles que nous allons mener. Nous n'allons pas partir en vacances le soir du 22 avril. Dans l'opposition à la gauche au pouvoir. Vous savez que nous allons continuer à nous battre sur nos propositions politiques. Il y aura aussi des mobilisations sociales, qu'il y aura un débat d'idées et que les choses ne s'arrêtent pas ni le 22 avril ni le 6 mai. Donc voilà. Et les socialistes vont à un moment donné bien être obligés de prendre en considération cette poussée de cette autre gauche. Je pense qu'il n'est pas possible de continuer de l'ignorer. D'abord, il y en a eu un petit peu. Il y en a eu un petit peu, oui. Je pense que quand on est arrivé à 6%, on a entendu François Hollande au Bourget nous expliquer qu'il fallait s'en prendre au monde de la finance. Quand on a grimpé autour de 8-9, tiens, il y a une taxe pour les hyper riches qui est arrivée. Donc, continuons à peser, à se mobiliser et sans doute nous pourrons voir arriver une hausse, par exemple, du SMIC et des minima sociaux ou d'autres propositions qui sont les nôtres et qui sont plus fondamentalement une autre logique politique. Il faut comprendre ce que nous disons. Nous disons qu'il n'est pas possible de rentrer dans les clous imposés par le FMI, la Banque Centrale Européenne et l'Union Européenne qui nous mènent au chaos. Vous avez qu'à voir la Grèce, c'est le laboratoire qui nous est proposé pour tous les autres pays européens. Et qu'est-ce que ça nous conduit à quoi après 9 plans de rigueur? À de la récession économique et à une austérité qui au fond fabrique les déficits. Donc non seulement les inégalités se creusent, la paupérisation est en marche, mais en plus on ne réduit même pas la dette. Donc c'est le chaos. Ce que propose le Front de gauche, c'est une relance par le partage des richesses et par la transition écologique. C'est une toute autre logique, entendez-le bien, et nous ne lâcherons rien, nous continuerons à nous battre pour ces solutions qui sont les seuls moyens. Qui doivent l'entendre, ce que mais vous bien dites ce sûr soir, qu'ils doivent l'entendre. rien. Alors raison de plus pour voter pour le Front de gauche. Ceux qui ont envie qu'il y ait une vie en dehors de l'austérité ont intérêt à le dire haut et fort pour que toute la gauche soit au diapason de cet espoir possible dans une... Je veux dire, sinon, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a à dire? On ne change rien? C'est pour ça que je vous dis que c'est pas si rageant pour vous. Voilà. Non, je ne rage pas, je suis combative, enthousiaste et contente que nous ayons une campagne qui fonctionne parce que des dizaines de milliers de gens dans la rue, l'écho que rencontre la campagne de Jean-Luc Mélenchon, c'est quand même un mouvement qui se lève, c'est un mouvement qui commence. Et mettez-vous bien dans la tête que ça ne va pas s'arrêter le soir du 22 avril ni le 6 mai, ça va continuer. Avec ou sans profondeur. Avec ou sans, une parenthèse, Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il n'a jamais fait, il n'a pas dit qu'il continuerait dans le gouvernement. Évidemment, il exclut pour le moment, donc il pourrait lui-même se retirer. C'est une vague qui continuera. Il n'a pas du tout l'intention de se retirer, Jean-Luc Mélenchon. Il est utile à notre combat commun et comptez sur lui pour continuer à se battre. C'est dit. Éric Bonnet, il y a aussi le match de la 3e place. Alors d'après votre sondage, pour le moment, ça se joue à 1 point, je crois, entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Ils sont vraiment adversaires frontalement pour cette place. Oui, ils sont vraiment au coude à coude. Il faut bien voir qu'à gauche, effectivement, le rapport de force est encore assez mouvant parce que beaucoup d'électeurs de François Hollande nous disent encore hésiter à voter Mélenchon et beaucoup d'électeurs de Mélenchon nous disent encore hésiter à voter Hollande. Donc il y a effectivement des évolutions dans un sens et dans l'autre qui sont encore possibles. La difficulté pour Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il y a effectivement une partie de leur électorat plus à droite qui est tentée par le vote Hollande, le vote utile, d'autant plus que la semaine dernière, on a vu Nicolas Sarkozy expliquer que ça y est, c'était bon, il allait gagner, il allait exploser François Hollande, ce qui a pu aussi remobiliser le vote utile en faveur de François Hollande. Donc ça, c'est le souci de Jean-Luc Mélenchon un petit peu sur sa droite. Et sur sa gauche, il y a aussi les électeurs qui éventuellement peuvent découvrir des petits candidats comme Nathalie Arthaud ou M. Poutou durant ces derniers jours et qui peuvent aussi être tentés de voter pour eux éventuellement. Philippe Poutou, dont beaucoup ont salué la prestation hier justement sur France 2. Clémentine Autain, non? Peut-être un avis? Vous le découvrez, ce candidat? Oui, comme tout le monde, je le découvre. Il est attachant, c'est malheureux comme formule. Pourquoi? Je sais pas, je trouve que c'est... Qu'est-ce que vous auriez utilisé comme adjectif pour le décrire?
Attachant, non, j'aurais pas dit ça. Le vôtre, ce serait quoi comme adjectif? De ce que j'ai entendu. Vous voyez que c'est Vous me difficile. collez, là, ça y est. C'est difficile, vous voyez. Non, mais c'est dommage que le NPA, très franchement, soit pas rassemblé avec le Front de gauche. Ça serait beaucoup plus Mais logique votre pour porte à vous est donner ouverte. plus de voix. Bien sûr que la porte est ouverte et depuis le début, elle l'est et elle continuera à l'être. Et je ne désespère pas que nous nous retrouvions. Nous nous retrouvons dans beaucoup de luttes communes. Voilà, je trouve que là, pour l'instant, la partition en solo, elle est pas très porteuse et elle est vraiment dommageable pour la clair, dynamique. on le voit dans les commune. intentions Oui. de vote. Je vous ai coupé, oui, Éric Bonnet, sur cette troisième place. Et oui, sur la troisième place, il y a également effectivement Marine Le Pen, qui est donc coude à coude effectivement avec Jean-Luc Mélenchon. Et là aussi, c'est un petit peu comme à gauche, mais à droite, c'est-à-dire qu'il y a des électeurs qui hésitent entre voter Sarkozy ou voter Le Pen. Et selon qu'ils pencheront vers l'un ou l'autre, eh bien Marine Le Pen peut être la troisième ou la quatrième. Voilà, c'est ce jeu, c'est cette interrogation-là, et d'où le match très serré effectivement. Éclairez-nous, vous, monsieur le sondeur. Marine Le Pen dit souvent qu'elle est sous-estimée dans les sondages, qu'il y aurait donc toute une partie invisible en fait d'intentions de vote qui ne sont pas relatées dans vos courbes et dans vos graphiques. Est-ce que vous le ressentez ainsi? Non, c'est-à-dire que nous, on utilise exactement la même méthode qu'il y a 1 an et demi lorsqu'elle était beaucoup plus haute. Aujourd'hui, en utilisant exactement la même méthode, elle est beaucoup plus basse. Donc voilà. Alors Clémentine Autain, cette bagarre pour la troisième place, quel est votre principal candidat, en tout cas celui que vous considérez le plus dangereux dans cette campagne? Est-ce que c'est Marine Le Pen? Marine Le Pen est un enjeu et d'ailleurs nous nous sommes battus très tôt, frontalement, parce que nous avons des projets diamétralement opposés. Nous pensons que les idées de l'extrême droite, qui sont profondément xénophobes, réactionnaires, doivent être farouchement combattues dans notre pays. Et si nous étions devant le Front National le 22 avril, ce serait quand même un événement politique majeur et qui sans doute nous débarrasserait de cette idée de vote utile qui nous casse les urnes, je le répète. Donc ça, c'est la première chose. Et après, bien entendu, que nous avons un adversaire qui est Nicolas Sarkozy, qui depuis 5 ans a quand même détruit les protections et les droits dans notre pays, qui a cassé les services publics, qui a dérégulé encore plus l'économie. Eh bien, oui, c'est un adversaire farouche et nous devons faire en sorte qu'il ne soit plus président de la République et que la droite n'ait pas de majorité dans ce pays. Le 22 avril et le 6 mai, ce sera une victoire, si elle est là, de la gauche, ou une victoire de l'anti-sarkozysme? Parce que quand on vous entend, on a l'impression que c'est cette deuxième option. Je pense qu'il y a en effet dans la société un ressort très fort de rejet de la politique qui a été menée depuis 5 ans et que c'est un levier, bien entendu, pour l'alternance. Mais il faut avoir un peu plus d'ambition et faire en sorte que ce soit une alternative qui puisse être mise en œuvre le 6 mai. Éric Bonnet, dans les sondages, cet anti-sarkozysme que l'on décrit, que certains vivent sur le terrain, François Hollande l'a dit, il sent l'alternance sur le terrain parce qu'il sent une volonté de changement, c'est le cas? Oui, effectivement, l'antisarkozysme est très puissant, notamment à gauche, et effectivement permet à François Hollande de bénéficier de reports très favorables pour lui au second tour, ce qui explique pourquoi au second tour, il est aujourd'hui à ce point en avance sur Nicolas Sarkozy, 56% contre 44%. Et donc, effectivement, cet antisarkozysme est un atout très net pour François Hollande. Alors, on va parler, Clémentine Autain, d'un sujet important dans cette campagne, c'est l'économie, la crise, avec Jean-Louis Gombault, notre chroniqueur. Et nous allons évoquer, vous les avez sans doute entendus, toutes ces attaques de la droite en ce moment contre François Hollande. Et cet argument, Jean-Louis, qui revient en boucle, François Fillon d'ailleurs persiste et signe ce soir, si la gauche arrive au pouvoir, et ça vous concerne aussi, la France serait la proie des marchés financiers. Jean-Louis Gombault, que doit-on penser de cela? Alors François Fillon, cet après-midi, je crois, avait pris comme exemple, comme référence 81. Il a même dit, vous savez, quand la gauche est arrivée au pouvoir, la bourse a baissé de 30%. Je n'ai pas été vérifié. Et il avait besoin de prendre des exemples un peu concrets qui sont dans le souvenir de la majorité des électeurs d'aujourd'hui pour dire attention, il y a danger. Cette référence à 81 me paraît un peu superfétatoire parce que le Mitterrand de 81 n'a rien à voir avec le Hollande de 2012. En 80, rappelez-vous. Même si. Pardon? Même si quelqu'un, François Hollande, oui, même si lui peut-être le croit, mais en réalité, rappelez-vous, des ministres communistes, vaste champ de nationalisation, le contrôle des changes. Donc il y avait vraiment, alors qu'aujourd'hui, je dirais que Hollande ressemble plus à Delors de 83 qu'à Mitterrand de 81. Ensuite, je crois que on ne voit pas bien que les marchés financiers n'ont pas plus d'informations politiques que vous et moi. C'est-à-dire que pour eux, si les sondages ne se trompent pas, Hollande a gagné. Donc en réalité, le problème est anticipé. C'est-à-dire que si les gens sont véritablement effrayés par la montée de M. Mélenchon à la 3e place ou de la victoire de François Hollande au 2e tour, ils ont pris déjà leur disposition. Or, lorsqu'on voit l'évolution des marchés financiers récents, on voit effectivement qu'il y a un écart des taux d'intérêt entre la France et l'Allemagne qui se creuse
tout petit, c'est un niveau de chouïa, parce que les taux d'intérêt allemands baissent, non pas parce que les taux d'intérêt français montent. Cela dit, il faut voir également dans un deuxième temps. Est-ce que dans un deuxième temps, si François Hollande appliquait intégralement son programme, s'il était... Et une partie de celui de M. Mélenchon. C'est ce que je voulais préciser. S'il appliquait une partie de M. Mélenchon, il faut prendre en compte effectivement que la crise financière, contrairement à ce qu'a dit M. Sarkozy, n'est pas derrière nous. Elle est un peu mise entre parenthèses, elle est à côté de nous. Donc il y aura une surveillance, mais il n'y a pas un a priori défavorable par principe. Je lisais le The Economist d'aujourd'hui qui dit que, enfin de demain plutôt, enfin peu importe, et qui dit François Hollande ressemble plus à un manager d'une banque de province. Donc qu'un homme de gauche révolutionnaire, etc. Donc il ne fait pas peur au marché véritablement financier, même si lui en a fait son adversaire principal. Donc il faudra attendre si effectivement il y a une baisse de la dépense publique, une réduction du déficit public, et je crois que ces gens jugeront sur pièce. Clémentine Autain, les marchés financiers, vous au contraire, vous voulez les effrayer? Oui, on est ravis quand on effraie les marchés financiers. Et les conséquences, vous y pensez? Mais vous ne trouvez pas que là, la crise, en ce moment, est ce que fabriquent les marchés financiers, vous avez vu les conséquences sociales? Mais c'est dramatique. Et si c'est pire? C'est le monde à l'envers. Et si c'est pire? Eh ben ça peut pas être pire, là. Comment vous voulez que ce soit pire? Si on partage les richesses... Mais il y a la Grèce, vous l'avez cité, ça peut être pire. Mais la Grèce, c'est parce qu'elle s'est mise aux mains des marchés financiers, précisément. Vous savez très bien ce qui se passe en ce moment avec la Banque centrale qui prête de l'argent à 1% à des banques privées, qui reprêtent ensuite aux États, et notamment à la Grèce, à des taux absolument colossaux. Qui est-ce qui s'en met plein les poches? C'est pas le peuple. Ceux qui s'en mettent plein les poches, c'est justement les banques et les rentiers. Donc il faut regarder quels sont avec quoi on mesure une crise et avec quoi on ne peut pas le mesurer. Le problème, c'est pas que les marchés financiers aillent bien. Le problème, c'est que les inégalités sociales reculent, que le chômage recule et que la majorité de la population vive mieux. C'est ça l'enjeu. Or, les propositions que nous avons, elles effraient les marchés financiers, mais elles apporteront du mieux vivre pour le plus grand nombre. C'est ça l'enjeu. Il faut choisir entre les deux. Et j'entends bien que François Hollande n'effraie pas les marchés financiers, ce qui n'est pas absurde, puisque dans le programme, il n'y a pas cette volonté d'affronter le pouvoir du capital, d'affronter l'orientation des politiques européennes, ce qui est le cas en revanche du Front de gauche. Et je pense que la poussée du Front de gauche commence un peu à inquiéter. Et ça me paraît plutôt bon signe, parce qu'en effet, aujourd'hui, on a besoin de se muscler et de remettre au cœur les décisions démocratiques, de remettre de la démocratie et de dire qu'il n'est plus possible que le capital rapporte tant pendant que le plus grand nombre est obligé de se serrer la ceinture. Nous produisons des richesses. Vous savez quand même qu'en 30 ans, en France, nous produisons 2 fois plus de richesses. C'est considérable. Qui en profite ? Qui profite de ces richesses produites? C'est bien la question du partage des richesses et du partage des pouvoirs qui est posée et que le Front de gauche pose. Et tant mieux si les marchés financiers sont inquiets. Ils ont raison d'être inquiets. Alors, je ne sais pas s'ils sont inquiets. En tout cas, ils se posent des questions. Dimanche dernier, l'IAFB, qui est un peu le syndicat des banques internationales, a pondu un communiqué très intéressant pour dire qu'il ne faut quand même pas exagérer dans l'austérité. L'IAFB, c'est les banquiers qui ont négocié directement avec la Grèce. Donc, ce soir, Jean-Louis, le FMI, par la voix de Christine Lagarde, dit attention, attention, l'Espagne, il ne faut pas trop d'austérité, il faut de la croissance également. Mais est-ce que vous avez remarqué que l'austérité... Et le Financial Times, aujourd'hui, faisait sa une sur cette même question. Donc il y a un débat au sein même des banquiers. Mais parce que j'insiste sur quand je dis l'austérité fabrique les déficits, il faut quand même voir ce qui s'est passé en Grèce. En Grèce, la dette était en 2009 de 120% du PIB, elle est aujourd'hui à 170% du PIB, après 9 plans de rigueur. Donc vous voyez bien que cette logique de la rigueur, elle ne permet pas de relancer l'activité, et donc elle pose problème. Il faut trouver un autre chemin, et si on ne trouve pas cet autre chemin, en effet, c'est l'ensemble du système économique qui peut être sérieusement en crise et en berne, et avec toujours la même chose, le plus grand nombre qui en paye les conséquences. Éric Bonnier, vous voulez réagir? Oui, il faut juste noter que les attaques très dures, effectivement, de François Fillon à l'égard de M. Hollande ont tendance à gauchiser l'image de François Hollande, ce qui peut rassurer également son électorat plus à gauche et finalement nuire à Jean-Luc Mélenchon. 2 questions pour terminer. Plus sérieusement, une question d'actualité, puisque Nicolas Sarkozy, actuellement sur France 2, vient d'opposer le mépris, dit-il, le plus cinglant aux accusations lancées la veille par la candidate écologiste Eva Joly concernant un éventuel financement de sa campagne de 2007 par la milliardaire Liliane Bettencourt. Votre réaction sur cette affaire? Oui, moi j'ai plutôt apprécié les propos d'Eva Joly sur ce sujet hier. Elle a raison.
elle a raison de dire qu'il y a un sujet de corruption possible sur cette affaire Bettencourt. Un sujet, mais personne n'a le dossier, personne n'a d'éléments concrets. L'enquête est en cours, mais ce qu'elle disait hier, c'est qu'on avait quand même dans le dossier, dans ce qu'on peut savoir, on ne sait pas quel est le montant, c'est ça qu'elle dit, on ne sait pas quel est le montant, on ne sait pas exactement comment tout s'est produit, mais les charges semblent quand même suffisamment élevées pour qu'il y ait une présomption assez forte qu'il puisse y avoir eu de la corruption. En tout cas, il faut que le président de la République s'explique devant la justice de façon très claire, très nette et que le travail puisse être fait. Pour finir, c'est ma dernière question, Clément Tunotin, un peu plus légèrement. Quoique tous les candidats ont une cible commune, ce n'est pas nouveau, mais c'est un point commun entre Nicolas Sarkozy, François Hollande, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et les autres. À votre avis, c'est quelle cible? Une cible commune? Oui, en ce moment, ces journalistes. Oh, vous trouvez? Oh bah écoutez, on a le communiqué du Front de gauche. C'est Jean-Luc Mélenchon qui attaque le Nouvel Observateur, qui dénonce... Vous l'avez vu, la une du Nouvel Observateur? Justement, un journal de gauche, il paraît. Je l'ai, le voici, voilà. Mélenchon, c'est plutôt pas mal, le grand perturbateur. Vous plaisantez. Non mais à 10 jours du vote, un journal de gauche ne fait pas sa une pour dire du mal de Sarkozy ou de Marine Le Pen, ne fait même pas sa une pour dire qu'il faut vanter François Hollande, mais fait sa une en transformant Jean-Luc Mélenchon en Mao. Non mais et c'est un brûlot contre Mélenchon. On a même Michel Onfray qui dit je ne voterai pas Mélenchon et un appel à voter blanc. Non mais un appel à voter blanc. Excusez-moi, à 10 jours du vote, je ne trouve vraiment pas ça sérieux et il me paraît normal que la candidature du Front de gauche en ait un peu ras-le-bol de cette pensée dominante, y compris à gauche. Qu'on ne traite pas plus mal Jean-Luc Mélenchon que les autres candidats? Il y aurait un grand débat, c'est plus un débat d'idées qu'on a essayé de poser aussi, comme on l'avait fait en 2005, pour dire que parfois, et notamment par exemple sur la dette, espèce de discours repris par la majorité des éditorialistes, par les grands médias, nous expliquant qu'on ne peut rien faire d'autre que réduire les dépenses publiques pour répondre au problème qui serait censé être numéro 1, c'est-à-dire la résorption de la dette. C'est quand même un problème d'idéologie que nous avons posé, que nous soulevons. Donc il ne s'agit pas de dire que tous les journalistes font mal leur travail, qu'il n'y aurait pas d'équité, d'égalité, comme on essaye de mettre des règles, mais de temps en temps, quand on se fait marcher sur les pieds, ou quand on trouve que l'idéologie dominante est trop prégnante, de la part de Jean-Luc Mélenchon, on dit ce qu'on a envie de dire, ça fait une campagne de caractère qui a des couleurs, et je vois qu'on en a besoin en ce moment pour un peu réveiller ce pays qui se réveille, et ça veut dire que l'espoir renaît. Merci beaucoup Clément Tunotin d'avoir été notre invité politique ce soir. Merci Jean-Louis Gombault, merci Éric Bonnet pour votre analyse. Le 22h, la suite, et vous le savez, la campagne bien sûr se joue aux 4 coins de la France, mais aussi, on vient d'en parler, dans les médias, à la télévision bien sûr, à la radio aussi, et sur le net surtout, où la bataille fait rage. Certains ont même fait appel à des spécialistes outre-Atlantique. On voit tout cela avec Paul Bouffard. Pour remporter l'Elysée, il faut désormais être connecté. Sur Internet, la campagne fait rage. Et pour aider les candidats, les différents QG accueillent les spécialistes en la matière. Des experts qui organisent la toile de Barack Obama depuis 2008. Stéphane Gir est l'un d'entre eux. 3 règles d'or structurent une web campagne, mais selon lui en France, on ne les applique pas forcément. On dit souvent aux États-Unis qu'il y a 3 règles majeures pour une campagne sur Internet. On les appelle les 3 M. Money pour argent, messaging pour mailing et mobilisation. Ici, en France, on n'a pas à trouver des fonds. L'État finance les élections. Pour la communication, on n'a pas le droit ni sur Internet ni à la télévision de diffuser des publicités. Ce qui compte en France, c'est la mobilisation en ligne. Petit à petit, l'Internet politique rattrape son retard sur les États-Unis. Le cyber porte-à-porte s'enracine, on développe les sites de campagne comme on concevait avant, une affiche. Et quand le spécialiste américain pose son regard ici en France, un des candidats se démarque. François Bayrou et Nicolas Sarkozy sont très bons sur Internet. Ils sont professionnels, ils ont un bon design et un bon développement. Mais François Hollande est vraiment plus sérieux. L'organisation de la mobilisation, l'organisation de ses militants, ça fait vraiment partie de sa stratégie. Convaincre les électeurs grâce à la mobilisation en ligne, ils l'ont tous bien compris. Reste un problème, en France, le budget de campagne consacré à Internet par François Hollande ou encore Nicolas Sarkozy dépasse à peine les 2 millions d'euros. Barack Obama pourrait lui disposer en 2012 de près de 300 millions de dollars. Et c'est l'heure à présent de notre série Route de campagne à la rencontre des Français. Nous sommes ce soir à Marseille, ville où vous allez le voir, les prix de l'immobilier ont flambé ces dernières années. Se loger est devenu une difficulté majeure pour nombre de familles. Pierre Bonne-Joseph et Julie Hulin sont allés à la rencontre de l'une d'elles.
Il y a 2 ans, lorsqu'il a loué à une agence immobilière cet appartement situé en sous-sol, M. Rajabao ne se doutait pas de ce qu'il attendait. Là, voyez le moisissure comment ils sont, même ça. Parce que quand on était venu ici, il était le mois d'été. Il n'y avait pas de moisissure après. 600 € par mois pour 3 pièces insalubres, une chambre sans fenêtre et une bouche d'égout en plein milieu des toilettes. L'air est irrespirable. Ce père de famille, geste dérisoire, a installé des lotions antiseptiques et des désodorisants dans toutes les pièces. Je suis en règle au niveau des loyers parce que même c'est une cave, mais c'est obligé que je paye. La loi, c'est obligé que je paye. Même avec un emploi à temps complet en CDI et 1100 € de revenus mensuels, difficile de se loger avec sa famille. À Marseille, la Fière, les loyers ont explosé, reléguant les plus précaires, souvent des femmes seules avec enfants, dans des taudis. Des appartements au centre-ville, plein de rats, plein de souris. Il n'y a pas le chauffage, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas le chauffage. Il y a l'humidité dans le mur. Seul échappatoire, le logement social hypothétique relégué dans les quartiers nord et aux critères d'attribution très variables. Jusqu'à présent, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ils m'ont proposé une fois, depuis ça, il n'y a rien. Malheureusement, le fait est que sur les Bouches-du-Rhône, il vaut mieux avoir des relations politiques et connaître tel élu ou tel maire de secteur ou tel député ou tel président du conseil général pour avoir un logement qu'être vraiment en situation compliquée. En cause, la spéculation. Rue de la République, symbole du nouveau visage de la cité phocéenne. Ici, depuis 1995, les prix du mètre carré ont été multipliés par 2,5. Un emploi ne protège plus du mal logement. Parce qu'on demande 3 fois le salaire, vu le niveau des loyers, même quand on a un salaire correct, bon, c'est très difficile. Et puis on demande des CDI, alors que beaucoup en fait de cadres travaillent aussi sur des emplois précaires. Empêtrées dans leurs difficultés de logement, ces femmes voteront pour la plupart dans 10 jours, avec un seul espoir, être relogées, quel que soit le candidat élu. Et nous sommes en duplex avec notre journaliste Julie Hulin depuis la cité phocéenne Marseille. Vous êtes aux côtés d'un délégué de l'association Abbé Pierre qui dresse un sévère constat de la situation en matière de logement. Oui Sonia, on se retrouve avec Fatih Bouara, directeur régional de la Fondation Abbé Pierre. Monsieur Bouara, bonsoir. Bonsoir. Alors on l'a vu dans le reportage, l'histoire de Monsieur Rajabou. Est-ce que ça vous étonne aujourd'hui, ces gens qui sont en CDI, qui gagnent bien leur vie et qui sont si mal logés? Pas du tout, c'est quelque chose de très très courant. Aujourd'hui dans cette ville, dans cette région, il y a énormément de demandeurs de mal logement liés à la crise du logement. Nous avons des situations qui s'aggravent à cause du prix du foncier et à cause du prix des loyers. Donc même les classes moyennes n'arrivent plus à se loger. Monsieur Rajabou touche 1100 €. C'est pas suffisant pour vivre dans le privé. Aujourd'hui, il faut beaucoup plus. Et toutes les personnes qui sont des classes moyennes aujourd'hui acceptent de se loger dans des conditions moins bonnes qu'autrefois. Le parc de logements sociaux à Marseille aujourd'hui, il est insuffisant ? Il est très insuffisant. Il va bien sûr atteindre les 20%. Des efforts ont été faits. Sauf que le nombre de demandeurs de logement, le nombre de gens qui pourraient accéder à un logement social est beaucoup plus